Je suis ravi de parler de data au nom d'Open Classroom. Mon parcours est assez simple. Ça fait donc 15 ans que je travaille dans le secteur du digital. J'ai travaillé dans différents secteurs qui ont été justement chamboulés par les technologies numériques. Sans aucun doute, c'est le point de douleur numéro 6. Je parle bien sûr en vertu de mon expérience chez Open Classroom, c'est-à-dire il y a beaucoup de tâches répétitives et en fait c'est là où il y a beaucoup d'optimisation parce qu'avant l'avènement de la data, il y avait déjà de la segmentation sur tout ce qui est chiffre d'affaires, produits. Ce qui est perte de temps et perte de valeur, c'est justement l'automatisation des tâches parce que même si les outils no-code commencent à émerger, on est très limité par ça. On est très succinct. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est utiliser la puissance des grands nombres à une échelle personnalisable et individuelle. C'est donc en quelque sorte une technologie qui permet d'allier scalabilité et personnalisation. Et pour faire un parallèle, tous ceux qui maîtrisent cette technologie-là, c'est ce qui permettrait par exemple de faire à la fois du prêt-à-porter et de l'haute couture. Bonjour Virgile, bienvenue sur cette vidéo. Merci d'avoir accepté notre invitation pour répondre à ces questions sur la data au cœur du marketing. Cette vidéo va s'insérer dans une continuité de plusieurs interviews qu'on va faire avec des profils différents d'entreprises différentes pour voir un peu les différentes visions de chacun. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être te laisser te présenter, présenter un peu ce que tu fais et ton entreprise actuelle. En tout cas, merci pour l'invitation. Je suis ravi de parler de data au nom d'Open Classroom. Mon parcours est assez simple. Ça fait donc 15 ans que je travaille dans le secteur du digital. J'ai travaillé dans différents secteurs qui ont été justement chamboulés par les technologies numériques. J'ai d'abord commencé dans l'e-commerce, chez Pixmania et Criteo. Après, je suis allé dans la publicité en ligne, dans le programmatique, qui est un secteur qui était aussi avant-gardiste en matière de quantité de données dans le domaine des médias. Et puis, je suis actuellement donc, dans le secteur de la formation, éducation chez Open Classroom. Et donc, j'ai à la fois des activités commerciales, de project manager et aujourd'hui donc de support, puisque je m'occupe de l'école data d'Open Classroom où je chapeaute les mentors et l'offre entreprise. D'accord, donc en fait, tu as toutes les casquettes, tu auras vu la data sous tous les angles, en passant par le e-commerce et en arrivant carrément à la formation en data. Tout à fait. En étant chez Open Classroom, j'ai vraiment une position privilégiée sur l'évolution des formations en data. L'école data d'Open Classroom se porte très bien. Le nombre d'étudiants, le taux de réussite des étudiants, le nombre d'étudiants qu'on place sur le marché du travail. Et donc, j'en profite pour rappeler qui est Open Classroom pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Open Classroom, c'est une école en ligne, voilà, une nouvelle génération qui forme au métier du numérique. Alors, il y a plusieurs écoles dans l'école Open Classroom. La plus connue, c'est l'école de développement web, mais il y a aussi l'école product management, marketing, data, commercial, tous les métiers qu'on peut exercer en fait derrière un écran. Et donc, on a des formations longues et courtes, mais on est surtout connu pour deux types de formations. Les formations dites de reskilling, c'est-à-dire qu'on se reconvertit, et bien sûr notre offre d'apprentissage. Ce qui fait la particularité d'Open Classroom, c'est sa flexibilité. C'est des formations professionnalisantes qui donnent droit à un diplôme et surtout grâce à un atout clé et différenciant dont je m'occupe, qui sont les mentors, qui permettent d'avoir une approche humaine, personnalisable et individuelle. J'ajouterais que notre mission, c'est donc de rendre l'éducation accessible à tous et surtout, ce n'est pas de former des gens, c'est-à-dire d'avoir des diplômés, mais de placer ces diplômés sur le marché du travail. Donc, on se positionne vraiment entre le monde de l'enseignement et le monde du marché du travail. D'accord, bah, merci pour tous ces éléments. Je pense qu'Open Classroom, c'est bien connu maintenant. Enfin, en tout cas, moi, je connais très bien parce que même pendant mes études, je pouvais aller sur la plateforme pour suivre des cours sur certains sujets en particulier. Et au niveau de la reconversion professionnelle, je pense que c'est un très bon acteur puisque bon, déjà, il y a beaucoup enfin, les formations se font à distance, donc ça permet de s'adapter à un emploi du temps si on est encore dans un autre domaine ou même si on a des obligations personnelles. Et puis, le fait d'être un mentor, ce qui est assez rare, et d'avoir des échanges avec lui, de pouvoir en évidence des difficultés, etc. C'est super intéressant. Du coup, ma prochaine question, c'est tu es dans le domaine de la formation en data. Est-ce que
chez Open Classroom, en tant que tel, vous utilisez la data en dehors de la formation, je veux dire, sur l'entreprise Tout à directement. fait. Tout à fait. On aimerait, comme beaucoup d'entreprises, l'utiliser davantage, mais on utilise essentiellement la donnée sur des outils comme Tableau ou Zendesk. Et des utilisations qu'on a, c'est qu'on a permis, grâce à toutes les données qu'on a sur les pourcentages de progression des élèves, de data scientiser, si je puis dire, la formation des élèves. C'est-à-dire qu'on peut savoir, en fonction du démarrage d'un étudiant, s'il va finir ou pas. Quelles sont ses chances? Puisqu'on sait qu'une formation, si on la démarre bien, on a plus de chances de la terminer. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit un peu à l'avance le scénario qui va se profiler en fonction des parcours et des formations. D'accord. C'est Voilà, on a intéressant du aussi... coup de voir Ouais. que vous utilisez la data, enfin vous formez des gens à la data et que derrière vous l'utilisez aussi pour suivre vos propres chiffres et voilà, prendre les meilleures décisions pour l'entreprise du coup. Exactement, ça nous permet de mieux orienter les étudiants et surtout d'optimiser le taux de réussite et le taux d'engagement des étudiants. D'accord. Du coup, ma question suivante, mais je pense qu'elle se pose pas trop, c'était est-ce que tu es convaincu par la data? Mais j'imagine que si tu es maintenant du côté de la formation et que tu formes des gens à la data, c'est que tu en es quand même un peu convaincu. Donc, si tu l'es, si tu me confirmes que tu es convaincu par la data, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as été convaincu même dans tes précédentes expériences? Alors, je ne vais pas mettre trop de suspense. Je suis bien sûr évidemment convaincu de l'utilité de la data parce que la data, en fait, ça permet de cartographier, et c'est ce que j'expliquais avant, en fait, de mettre en équation tout type d'activité et d'expérience utilisateur, collaborateur, client. Donc, c'est vrai que ça permet de donner surtout une réalité factuelle à quelque chose qui est parfois un peu diffus. Et donc, quand on met tout ça sur un univers unifié, on peut identifier ce qu'on appelle les points d'équilibre, les points d'inflexion pour mieux piloter en fait son activité et l'optimiser. On sent l'expérience dans ta réponse. Enfin, on sent ton expertise, on sent que voilà, tu sais vraiment à quoi sert la data et que tu en as eu la preuve. Donc, c'est très intéressant. Chez STK Data, je ne sais pas si tu sais, mon travail avec des entreprises de secteurs totalement différents, donc qui sont aussi bien dans le e-commerce, domaine qui te parle assez bien, que d'entreprises qui proposent des contenus en ligne, etc. En discutant avec ces différents types de prospects et clients, on a mis en évidence 8 points de douleur que les entreprises peuvent rencontrer. Si tu es d'accord, je vais te les citer et tu pourras nous dire, selon toi, quels points de douleur concernent le plus ton entreprise, éventuellement, et lesquels semblent les plus importants pour toi, les plus importants à régler, par exemple. Donc, au niveau des 8 points de douleur, le premier, c'est que les campagnes marketing font perdre de l'argent à l'entreprise ou qu'elles n'atteignent pas les objectifs de chiffre d'affaires. Donc, on paye pour faire des campagnes marketing, mais derrière, on n'a pas assez de rentabilité. Le deuxième, c'est une méconnaissance ou une incompréhension du produit client. Ça peut très bien aussi être produit utilisateur. Donc, quel produit on propose ou quel contenu on propose pour qui et à quel moment. Le suivant, c'est les dépenses d'acquisition sont trop élevées par rapport aux dépenses de fidélisation. Et du coup, l'entreprise se trouve dans un cycle où elle est toujours obligée de dépenser de l'argent pour avoir de nouveaux clients et du coup avoir des revenus. Vos concurrents connaissent mieux vos clients que vous. Donc, on a une mauvaise connaissance du client et du coup, on ne lui propose pas les bonnes choses, ce qui fait qu'il aura plus tendance à se rendre chez la concurrence. Un autre point de douleur, c'est d'avoir un turnover des employés qui est important à cause d'une mauvaise gestion des tâches et du coup, une faute d'automatisation de tâches qui peuvent être parfois répétitives, redondantes et pas forcément pertinentes pour la personne. Et enfin, les deux derniers points de douleur qui sont assez liés, c'est que le chiffre d'affaires est en baisse ou qu'il ne progresse pas. Alors, sans aucun doute, c'est le point de douleur numéro 6. Je parle bien sûr en vertu de mon expérience chez Open Classroom, c'est-à-dire il y a beaucoup de tâches répétitives et en fait, c'est là où il y a beaucoup d'optimisation parce qu'avant l'avènement de la data, il y avait déjà de la segmentation sur tout ce qui est chiffre d'affaires, produits. Ce qui est perte de temps et perte de valeur, c'est justement l'automatisation des tâches parce que même si les outils no-code commencent à émerger, on est très limité par ça. On est très limité par ça et avec quelques éléments de data, on peut voir
la règle des 80-20, c'est-à-dire sur quoi il faut se concentrer. Parce que dans un contexte où aussi les managers multiplient les priorités, c'est très important de dire, voilà, il faut se concentrer sur ce qui va vraiment avoir de l'impact. Et donc, aussi dans une démarche de marque employeur, de fidéliser ses collaborateurs, avoir un outil qui permet déjà aussi de s'améliorer, parce que la data, ça permet aux collaborateurs d'apprendre sur eux-mêmes, de dire, voilà, je passe tant de temps là-dessus, j'ai une expérience dont je peux partager ici un peu les enseignements. J'ai fait une expérience avec un outil qui s'appelle Rescue Time, qui permet de mesurer le temps de concentration sur son ordinateur. C'est-à-dire que ça enregistre tout ce que vous faites automatiquement, de manière passive, sur votre ordinateur, et ça se déconnecte quand vous êtes inactif pendant 5 minutes. Donc c'est très, très efficace pour voir, surtout quand on est en full télétravail, quel est son niveau d'implication, d'efficacité. Et donc c'est génial parce qu'on a une vision très factuelle des choses. Et alors que, voilà, quand on dit on travaille beaucoup, là on a le nombre d'heures et on voit aussi le nombre sur quel logiciel on passe énormément de temps. Donc, dans mon cas, je me suis aperçu que je passais énormément de temps, bien sûr, sur Slack, sur Zendesk. Et donc, ça permet aussi de piloter sa propre productivité. Tu vois, ta réponse est super intéressante parce que je me rends compte qu'on n'a pas du tout les mêmes réponses en fonction du profil. Tu vois, par exemple, sur des profils plutôt marketing, on a des réponses sur les campagnes marketing qui rapportent pas assez d'argent ou qui font perdre de l'argent aux entreprises. Et voilà, on a toujours des réponses différentes. Euh, la tienne est pas celle qui revient le plus souvent, mais finalement, tu as totalement raison sur le fait que ne pas automatiser des tâches, c'est faire perdre beaucoup de temps à l'entreprise, aux personnes qui travaillent dessus et à l'entreprise, et du coup aussi perdre de l'argent, donc c'est une des conséquences. Mais c'est aussi perdre des profils qui peuvent être intéressants parce qu'on ne leur propose pas des missions assez pertinentes. Donc, Tout à fait. super intéressant. Et c'est vrai que faire cette expérience, ça doit être pas mal. Je pense qu'on serait étonnés tous de voir un peu Ouais, la répartition de ce qu'on fait sur notre ordinateur. exactement. Chez Open Classroom, il y a un gros département marketing. C'est quelque chose qui est scruté de près. Mais voilà, mettre en place des campagnes marketing, c'est très chronophage. Donc, c'est extrêmement important aussi de faciliter la vie des collaborateurs qui travaillent dans ces départements parce qu'il faut aussi réagir en temps réel dans le domaine marketing. Entièrement d'accord avec toi. La question suivante, en fait, on a l'occasion du coup de communiquer avec des personnes qui ont un niveau différent au niveau de la data et des notions qui tournent autour de la data. Et on se rend compte que tout le monde a une définition un peu différente de l'intelligence artificielle. Alors, je te demande quelle est la tienne, même si voilà, il y a des parcours intelligence artificielle sur Open Classroom, en essayant de pas trop se fier à ce que tu entends au quotidien. Quelle est à toute fois la définition de l'intelligence artificielle? Alors, je vais faire très succinct. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est utiliser la puissance des grands nombres à une échelle personnalisable et individuelle. C'est donc, en quelque sorte, une technologie qui permet d'allier scalabilité et personnalisation. Et pour faire un parallèle, tous ceux qui maîtrisent cette technologie-là, c'est ce qui permettrait, par exemple, de faire à la fois du prêt-à-porter et de l'haute couture. D'accord, ok, très clair. Très clair et encore une fois, définition totalement différente de ce qu'on peut avoir habituellement. C'est super intéressant de voir que c'est totalement différent. Euh, Je suis plus grand public. Voilà, j'essaie de vulgariser un peu ma définition parce que je sais que beaucoup d'experts ont leur propre définition et ça dépend en effet du niveau de maturité qu'ont les auditeurs sur cette question-là. c'est ça. Puis on se rend compte même que on a même parfois des personnes qui définissent un outil ou une technologie comme l'intelligence artificielle, alors que ça n'en est pas du tout. Et en fait, c'est pour ça qu'on pose cette question, parce qu'on se rend compte que dans la pensée collective, la définition, elle est pas du tout. Il y a des éléments qui sont très clairs, mais l'intelligence artificielle, tout le monde a sa propre définition. Il y a des gens qui se rejoignent, mais tout le monde a sa propre définition de l'intelligence artificielle. Et on s'en est rendu compte, et c'est assez fou parce que sur d'autres notions, c'est très clair et tout le monde est d'accord sur une seule définition. Donc voilà, ça prouve que voilà, l'intelligence artificielle, c'est très vaste et du coup, on ne sait pas vraiment mettre de mots dessus. Tout à fait. Euh, Selon toi, du coup, par rapport à tes expériences, tu as pu voir pas mal de projets data
et marketing. Quel est selon toi le lien entre le marketing et la data, même si tu nous as déjà donné quelques éléments dans les questions précédentes? Alors là aussi, je vais essayer d'être le plus didactique possible. Pour moi, le marketing, c'est à la fois ce qui concerne le produit et sa mise sur le marché. Donc, le marketing, c'est ce qui permet de faire rencontrer un produit avec sa cible. Et donc, l'alliance de la data et du marketing, c'est ce qui permet d'affiner, en fait, sa cible, parce que généralement, quand on lance un produit, on définit grossièrement sa cible qu'on appelle des personas. Et donc, quand on allie les deux, on peut donc, suite à ces campagnes marketing, affiner son persona, dire en fait la cible qu'on avait, elle correspond plus à ça par rapport à ce qu'on avait prévu, ou à l'inverse, on peut s'apercevoir que grâce à la data et la marketing, c'est le produit qu'il fallait modifier pour correspondre à une cible qui est apparue dans les résultats. Et ça, à beaucoup de choses, à beaucoup de projets qu'on rencontre quotidiennement. Et c'est vrai que le lien entre le marketing et la data est indispensable. Et ce qu'on dit souvent, c'est que le marketing sans data, c'est pas voué à l'échec, mais ça, voilà, c'est pas très pertinent. Et inversement, la data sans le marketing, c'est pas très utile parce que si on fait des projets data, mais que derrière, on n'utilise pas le marketing pour les mettre en action, là-dessus, on est assez d'accord. Et une dernière question sur la réglementation liée aux données qui doit te parler aussi. Euh, la réglementation avec la RGPD, elle a évolué au cours des dernières années, oui, des dernières années. Est-ce que ça a changé beaucoup de process dans l'entreprise? Peut-être là, chez Open Classroom, est-ce que ça a changé beaucoup de process? Et peut-être que tu as eu d'autres expériences. Est-ce que de manière générale, dans ton activité, ça a changé beaucoup de choses? Alors oui, à deux niveaux. Je vais prendre un exemple sur Open Classroom. Les séances de mentorat, avant, se faisaient dans un environnement technique extérieur à notre plateforme. Donc, on ne maîtrisait pas cette expérience-là. Et à cause de la réglementation, on a internalisé, on a donc développé notre propre plateforme vidéo pour reprendre la main. Donc, c'est l'avantage du RGPD, c'est que ça permet de reprendre le contrôle, d'internaliser certains pans de son activité pour contrôler la donnée. À l'inverse, ça a aussi beaucoup complexifié l'opérationnel quand justement vous travaillez avec des directions qui sont très frileuses sur les risques juridiques. Et donc là aussi, pour schématiser, je dirais que le premier RGPD, ça dépend surtout de la taille dans l'entreprise dans laquelle vous bossez, parce que plus votre entreprise est grosse, plus vous êtes un peu dans le collimateur de législateurs, et plus le risque juridique est important. Et puis, l'autre, c'est votre capacité à internaliser ou à externaliser de la donnée, parce qu'on le voit, hein, on a encore des marchés aujourd'hui sur de la prospection téléphonique, ça m'a encore arrivé hier. Donc, quand vous dites RGPD, alors là, tout de suite, ça raccroche, hein, parce qu'ils comprennent qu'ils sont hors la loi, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est vraiment un avantage. Donc, les grands gagnants, c'est bien sûr les individus, les législateurs. Les grands perdants, c'est quand même les opérationnels qui travaillent avec des instances, des managements, des directions qui sont très prudents sur le risque juridique. Oui, et puis surtout, ça a changé beaucoup de choses dans beaucoup d'entreprises et je dirais que les entreprises qui ont été créées après les réglementations, elles ont, on peut dire, de la chance parce que du coup, elles commencent en ayant directement les bonnes bases. La réglementation sera peut-être amenée à évoluer, mais pour des entreprises qui existent déjà depuis des années, voire des dizaines d'années, revoir tous les process en arrière, faire le tri dans les données qui étaient stockées depuis des années, voilà, c'est pas évident de changer les habitudes et les façons de fonctionner. Mais en tout cas, c'est très clair pour Open Classroom. Je vois bien la problématique. Donc, au moins, ça vous a permis d'intégrer un nouvel outil à la plateforme. Voilà, exactement. Bon, du coup, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. C'était assez rapide. C'était super intéressant d'avoir un profil comme le tien. Avant de conclure sur cette présentation, sur cette interview, je vais te laisser 3 minutes pour parler du sujet de ton choix, si tu as un sujet à évoquer, si tu veux parler de l'entreprise, de tes passions ou d'un projet que tu as lancé. Je te laisse carte blanche. Très bien. Ben, écoute, merci en tout cas pour les questions, l'interview. En guise de conclusion, eh bien, j'invite ceux qui veulent apprendre, se former sur la data
à me contacter, à rejoindre bien sûr Open Classroom sur des formations, que ce soit courtes, longues ou en apprentissage. Et plus personnellement, moi, je m'intéresse à la data visualisation, au data storytelling, au data design, une branche de la data qui fait de plus en plus parler d'elle. Donc, je m'y intéresse de près. Je suis également une formation en business intelligence analyst. Donc, si vous aussi, ce domaine vous passionne, c'est-à-dire comment on peut mettre en forme, on peut illustrer, comment on peut faire raconter et convaincre ce que disent les données, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Parfait. Ben, j'allais justement en conclusion demander s'il y avait un canal sur lequel tu préférais être contacté, si les personnes qui écoutent ou regardent la vidéo ont des questions ou même des remarques à faire. Du coup, j'imagine que c'est LinkedIn. Tout à fait, oui. LinkedIn, je suis extrêmement réactif, donc vous pouvez me solliciter pardon, sur ce canal-là. Parfait. On mettra dans tous les cas en description des différents contenus le lien vers ton profil et aussi le lien vers Open Classroom pour ceux qui ne connaissent pas. Je te Très remercie, bien. puis je te souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, Noémie. À bientôt. À bientôt.